Donc on va profiter de notre panel d'experts locaux afin de discuter un petit peu de la gestion en préopératoire et de la planification de ces patients. La question est, pour chacun d'entre vous, est-ce que vous faites toujours une ouverture et une fermeture ? Et quel est votre choix si vous changez vos indications? Quel est votre critère de décision pour modifier tel ou tel type d'intervention? Elvire, en premier. Honneur aux dames. On va dire 99,9% d'ostéotomie par ouverture interne avec un type de fixation que vous avez vu précédemment. Je rajouterais, parce que Michel Bonhomme m'a posé la question en aparté, que dans l'étude que je vous ai montrée de 2010, on ne remplissait pas le comblement, mais là on comble systématiquement avec une allographie lyophilisée. Hi Miles! Miles Culligan is here. Je ne sais pas quelle heure il est en Australie, mais il doit pas être... voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ça m'a déconcentré de voir Miles, Mathieu et puis Peter, là, mes amis en live. C'est la technologie. Oui, la seule chose, c'est si par contre il y a en effet une égalité de longueur importante, on a publié une étude là-dessus dans l'American Journal Sport Medicine, si vraiment le patient du côté à opérer a déjà une jambe plus longue, il va vraiment pas être bien si on va en plus allonger d'1 centimètre. Donc là par contre, je dirais que je vais partir pour une soustraction parce que sinon, voilà, mais sinon addition interne, voilà ce que vous avez vu lors de la présentation. L'herbe sous le pied, c'est Elvire, parce que c'est un petit peu les mêmes indications. Je fais exactement l'inverse de Michel, c'est-à-dire que c'est systématiquement une ouverture, et c'est que lorsqu'il y a un problème de longueur que je vais aller vers une fermeture externe. Et pour moi, c'est systématiquement une ouverture. Je me rappelle, Michel, en 97, j'avais présenté une série de fermetures à la Softcote, et tu m'avais interpellé dans la salle en me disant, mais c'est totalement périmé, maintenant il faut faire des ouvertures. Donc je suis content de voir qu'il y a quand même une évolution par rapport à ça. Donc pour moi, c'est systématiquement une ouverture, et puis une fermeture que pour des problèmes de longueur. En ce qui me concerne, moi je fais toujours des ouvertures naviguées et avec un comblement systématiquement avec un coin de phosphate tricalcique. Et j'avoue que l'allongement, même si parfois on a des allongements de 7-8 mm, j'ai jamais vu les patients s'en plaindre beaucoup. Mais effectivement, il ne fallait pas qu'ils aient un allongement déjà, une différence de longueur avant. Moi, pour toutes les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, je préfère faire des ostéotomies de fermeture dans l'arthrose, parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace dans l'arthrose. Du temps où je faisais de la chirurgie ligamentaire et qu'on faisait une ostéotomie associée à un geste ligamentaire, là par contre, je faisais des additions. Et effectivement, il faut reconnaître que l'addition, c'est plus facile, c'est plus rapide, on ne s'embête pas la vie avec le SPE, et ça présente un certain nombre d'avantages. Mais je trouve quand même que dans l'arthrose, ça a moins d'efficacité et la preuve, quand on regarde quand même le délai ostéotomie-prothèse, eh ben, il est beaucoup plus long dans les ostéotomies de fermeture. Et alors par contre, par rapport aux longueurs, moi je fais le contraire de ce que vous faites. C'est-à-dire que si j'opère un patient qui a déjà eu des fractures, des trucs qui est raccourci d'un côté, du côté de l'opération, là je fais une addition. Et dans ce cas-là, moi je greffe avec la crête iliaque parce que je trouve que c'est plus efficace. Merci. On va demander un petit peu à nos orateurs étrangers. Miles, nice to hear you. Do you systematically do open wedge HTO and full weight bearing? Firstly, I'm almost exclusively an open wedge osteotomy performer. The reason for that is I'm a navigator and I can incrementally change the correction that I get with an opening wedge, whereas I can't do that with a closing wedge.
The other benefit is that I can alter the slope a lot more with an opening wedge, whereas with a closing wedge, I can't alter that slope. I haven't had a problem with patients. I haven't had a problem with patients being too long. And in my hands, patella baja hasn't been a problem with the subsequent. Okay, thank you. Gonna. Alors apparemment il fait principalement des ouvertures, parfois des fermetures quand il y a des problèmes de longueur, et qu'il prend quand même en compte la hauteur rotulienne pour discuter notamment quand il y a des patella bara, et qui avec une ouverture qui risque d'aggraver la patella bara. Si je me suis pas trompé. Peter, est-ce que pour toi, comment tu choisis? Est-ce que tu fais toujours la même chose? Well, basically, for me, it's opening wedge osteotomy all the time, except for the patients with already a lengthened lower limb. I do use allograft bone for the complement, the l'osteotomy. So I'm very similar to, I think, most of the speakers. For me, also very important, what changed my practice a lot is an understanding of the osteotomy, and the where it comes from is the 3D analysis. I think I became a much better surgeon looking at these knees, understanding where the deformity is and addressing it accordingly. Preciser, I do see my 2-level osteotomies increase because I now understand that a number of my patients have a varus on both sides of the knee, and I do see ethnical issues. In my European patients, for example, the varus is most likely on the tibia. If I do Middle Eastern patients, as you know, I work a bit in Qatar, they have both femoral and tibial varus. And that did change my practice tremendously, the availability of the 3D analysis. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama, s'il vous plaît? La question suivante est sur la gestion péropératoire. Quel type de fixation utilisez-vous? Est-ce que vous greffez ou non, ou est-ce que vous utilisez un substitut osseux? Et puis surtout, et c'est pour Mathieu Olivier, how do you manage intraoperatively your correction? Est-ce que tu suis systématiquement ta correction que tu as planifiée, ou est-ce que tu fais des ajustements? Merci pour la question. Je suis désolé d'être un peu à distance, mais j'ai été distancé et mis en quarantaine par mes enfants. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui. Alors, concernant la fixation, j'utilise uniquement des plaques verrouillées d'un système qui en propose plusieurs avec des tailles différentes. J'utilise une plaque d'autant plus longue que l'ouverture est importante et que le patient est en surpoids. Néanmoins, en général, plaque verrouillée avec au moins 3 vis proximales et 3 vis distales. Je comble systématiquement mes ouvertures, je ferme systématiquement les fémurs et j'ouvre systématiquement les tibias. Ça, c'est à peu près le package. Pour l'adaptation intraopératoire, comme tu le sais, Jean-Marie, je suis un défenseur du PSI. Quand on fait du PSI, l'adaptation est toujours un peu compliquée. On ne peut pas trop modifier en cours de route une fois qu'on a, ou sinon ça impose de remécher des trous de vis et c'est pas toujours simple. J'ai un peu modifié ma technique d'ouverture en utilisant un distracteur de Méhari
pour ouvrir graduellement mes corrections et permettre de figer les choses à l'endroit où je pense être la bonne solution. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent quand on fait du PSI. Comme Peter Verdonk vient de le dire, mon nombre de double level ostéotomie a, je pense, été multiplié par 10 ces 3 dernières années. Et pour le coup, je ne fais jamais un double level PSI pour pouvoir adapter en intraopératoire au moins un des 2 sites de correction, soit ma fermeture fémorale en recoupant, soit mon ouverture tibiale en augmentant mon ouverture et contrôler avec un alignment rod rigide en intraopératoire. Tout ça sous-entend qu'on a fait une analyse vraiment idéalisée et longue et en 3 dimensions, non seulement de la déformation fémorale et tibiale, mais surtout, et je pense que c'est le point le plus compliqué, de la déformation intra-articulaire. Il y a beaucoup d'études et beaucoup de gens qui réfléchissent comme si on avait un seul os qui s'appelait le fibia ou le témur. Malheureusement, on ne peut pas réfléchir avec des principes de Cora en ostéotomie parce qu'on a un interligne articulaire qui va répondre aux gestes de correction qu'on va réaliser. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut essayer de comprendre comment va réagir le fémur. Donc je rajouterai en plus de la réflexion 3D, moi je fais de plus en plus de clichés en stress varus valgus pour analyser en préopératoire quelle va être ma soft tissue correction, ma correction des tissus mous et ma réductibilité de mon usure intra-articulaire. Parce que c'est finalement qu'on a bien fait son geste, qu'on a fait une correction idéale, tibia et fémur, toujours un peu décevant de sous-corriger parce que en intra-articulaire ça ne se corrige pas du tout, ou pire, de largement surcorriger quand il y avait une grosse usure intra-articulaire et interligne articulaire en triangle entre le fémur et le tibia, qui va se corriger d'un coup et augmenter de 5-6 degrés la correction par une réduction de justement ce qu'on appelle la soft tissue correction.